Je vais te montrer comment tu peux débusquer des projets sans token et super early, parce que généralement quand t'es dans les premiers à débarquer sur un écosystème, il y a des petits avantages. Oui, tu vois bien de quoi je parle. Et on va pas juste parler de comment les trouver, mais également comment se faire une bonne idée de ce qui s'y passe, et comment prendre position dessus le plus tôt possible. Et parce que si je te disais qu'on allait juste utiliser Twitter et qu'on allait se baser là-dessus pour faire nos recherches, bah ce serait quand même vachement ennuyeux, je relève le défi de ne quasiment pas utiliser Twitter. Et juste avant de commencer la vidéo, je la sponsorise pas par moi-même en fait, tout simplement. Tout le taf et toute la partie un petit peu théorique de voir comment creuser des projets, tout ça, et ben c'est quelque chose qu'on fait 2 fois par semaine dans la newsletter. Celle du samedi est complètement gratuite et fait un énorme récap de plein d'écosystèmes et de tout ce qui s'y passe, que ce soit les claims d'airdrop à ne surtout pas louper, ou alors des actions un petit peu niche qu'on a vu passer avec le copain Token. Sinon il y a une deuxième édition qui est publiée tous les mercredis et qui là va beaucoup plus dans les détails. Il s'agit des archives interdites. Un énorme dossier d'une trentaine de pages dédié uniquement à Abstract avant son lancement et avec tout le contenu qui va bien. Check. Une update en temps réel sur 2 rôles à choper limités dans le temps sur Meteora. Check. La feuille de triche Berachain pour se positionner et sur les rôles Discord et sur les NFT de l'écosystème et être early. Check. Et également un énorme pavé comme tu les adores sur Base, avec absolument toutes les informations à ne pas louper sur le sujet. Et ça c'est juste 4 exemples que j'ai pris comme ça. En réalité, des dossiers comme ça, tu en reçois une fois par semaine si tu es abonné. Et oui, en t'abonnant, t'as accès à tout ce qui a déjà été publié, et oui, crois-moi, ça en fait un paquet de contenu. Tout ça sans engagement et pour le prix d'un café par semaine. Si ça t'intéresse, que ce soit pour la gratuite ou la payante, je te mets directement le lien en description. T'as juste à cliquer et choisir la formule qui t'intéresse. Et nous on enchaîne avec la vidéo. La toute première étape, c'est avant de chercher comment se positionner sur des projets, c'est de les trouver. En début de vidéo, je t'ai dit qu'on n'allait pas passer par Twitter, tout simplement parce qu'en général, quand tu tombes sur des informations sur Twitter, bah, c'est assez tard. Elles sont d'abord passées par le Discord du projet, et encore plus loin, elles avaient une source avant. On va donc remonter le courant à la source et voir comment on peut obtenir des informations publiques sur des prochains projets qui vont lancer. On va donc évidemment parler de crypto fundraising, il n'y a absolument aucun débat là derrière, et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Mais avant ça, faut que je te dise que j'ai quand même un petit peu up mon game dessus, et qu'il y a des choses bien plus intéressantes que ce que j'avais montré dans les vidéos précédentes sur le sujet. Crypto fundraising, c'est un petit peu un agrégateur des levées de fonds, c'est-à-dire que tu as une liste de quasiment toutes les levées de fonds, et ça va mais sur un nombre de pages absolument folle. C'est presque à 100% des projets qui sont dans la crypto, mais attention, parfois on peut se retrouver avec des projets qui sont un petit peu annexes. Tu verras très vite quand on aura le cas en faisant nos recherches en direct. L'intérêt de ce site, c'est de filtrer différents projets qui ont fait des levées de fonds qui sont assez prometteuses. Là maintenant tout de suite, on va voir comment utiliser ce site pour trouver de nouveaux projets, et un petit peu plus loin dans la vidéo, je te fais la liste de 7 projets que j'ai trouvés qui me paraissent vraiment très intéressants, avec également leur type et ce qu'on peut faire dessus. Pour commencer, on veut juste afficher la liste complète, donc on va cliquer sur View All, et là c'est un petit peu la débandade parce que tu vas te retrouver avec tout et n'importe quoi. Le moindre projet qui a levé des fonds, même des fonds minimes ou des fonds qu'on ne connaît pas, et ben il va se retrouver dans cette liste là. Alors c'est cool parce que tu as une liste assez impressionnante de projets à aller creuser. C'est moins cool parce que tu vas te rendre compte que la majorité de ces projets là, au final quand tu vas creuser, quand tu vas en avoir fait je sais pas les 20 premiers, il y en a peut-être un dans cette liste qui va t'intéresser. Pour simplifier la recherche, ici on a plusieurs filtres. De mon côté, j'aime bien chercher les projets qui ont des rounds à plus de 10 millions de dollars. Donc voilà, là tu as la liste de tous les projets qui ont fait des rounds à plus de 10 millions de dollars. Très bien. Et ensuite, si on veut aller filtrer encore un cran plus loin, et ben on peut aller dans les catégories. Et ça, c'est très pratique parce que ça permet de ranger les projets dans des petites boîtes. Alors oui, chacun va avoir des caractéristiques à peu près uniques, mais un projet qui est une layer 1, bah ça reste une layer 1. C'est pas un projet de DeFi, c'est pas un projet de RWA, c'est pas un projet d'IA ou encore d'infrastructure, c'est une layer 1. Et en tant que chasseur, bah tu sais à peu près comment ça se comporte une layer 1. Ce sont généralement des projets qui vont faire des testnets et des testnets qui sont incentivés, parce que oui, une layer 1 est obligée de lancer un token au passage en mainnet. Et donc en fonction de tes préférences et de tes objectifs, eh bien tu vas pouvoir venir filtrer en fonction de ce qui t'intéresse. Tu cherches peut-être plutôt à jouer des layer 2, tu vas filtrer par layer 2. Tu adores l'interopérabilité, il y a aussi cette case là pour toi. Peut-être la DeFi, les DEX ou encore les produits dérivés, là aussi il y a à manger pour toi. Ici pour notre exemple, on va plutôt partir du coup sur les layer 1, et là tu as déjà une liste de plus de 120 projets qui ont fait des levées de
de fonds avec des rounds à plus de 10 millions. On parle ici bien de rounds et pas de total. Pour te donner un exemple, on peut regarder ici pour Zero G Labs, et si on clique sur la page, ça affiche que c'est un projet qui a levé un total de 107 millions. C'est juste la somme des 3 dernières levées de fonds qui ont été réalisées. Et ça d'ailleurs, c'est un projet qui m'intéresse assez fort et dont on reparlera un petit peu plus tard. C'est un projet que j'ai identifié en faisant ces recherches pour préparer cette vidéo. On est sur une layer 1 qui a levé quasiment 110 millions de dollars et pourtant que je n'ai pas vu présenter à droite à gauche sur Crypto Twitter. C'est l'intérêt précis de faire tes propres recherches, tu vas tomber sur des trucs qui ne sont pas visibles sur Twitter. Peut-être que le projet n'a pas beaucoup d'impact dessus, mais finalement quand on regarde leurs tweets, on n'est pas sur des tweets qui vont faire des performances absolument folles. D'autant plus qu'il n'y a pas de lien référé sur le projet, donc les gens vont pas juste partager le truc comme ça. En descendant un petit peu, on peut également voir un certain Plume. Plume qui a fait sa dernière levée de fonds en décembre 2024 et Plume qui est déjà sorti. Parce que oui, le token a lancé depuis le 21 janvier dernier, plus ou moins une nouvelle narrative qu'on est en train d'observer. Ce sont les Layer 1 qui lancent un token sur Ethereum et pas directement sur leur mainnet, parce que leur mainnet n'est tout simplement pas encore live. Ah ouais, c'est quand même un concept de développer un mainnet pour au final quand même lancer le token sur Ethereum. C'est d'ailleurs exactement le même pari qui a été pris du côté de Movement qui ont fait tout pareil. Un projet de Layer 1 qui a lancé sur Ethereum parce que le mainnet n'est pas encore live. Et s'il y a bien quelque chose qu'on observe à ce niveau-là, c'est également au niveau de l'airdrop et de son fonctionnement. Là où pour les deux, il y avait une décote pour l'airdrop si tu décidais de le claim là maintenant tout de suite alors que le L1 n'est pas encore lancé, ou alors tu as le choix d'attendre que le mainnet soit lancé pour récupérer l'intégralité de tes tokens. Il y a au moins ces deux projets qui ont lancé très récemment avec cette mécanique, et ça ne m'étonnerait vraiment pas de voir d'autres gros projets lancés de cette façon-là. On continue notre exploration, et là si tu veux vraiment aller dans le détail, il faut cliquer sur chaque projet et il faut les analyser. Je te prends ici l'exemple de One Money Network, qui pour le coup a juste fait une levée en seed, c'est-à-dire le stade le moins avancé. Il suffit d'aller sur le site pour se rendre compte de l'avancée du projet et même voir que la partie développeur n'est pas développée, ainsi que leur Twitter qui ne représente qu'un seul tweet. Ouais, ça fait pas grand chose. Et des projets comme ça, tu vas quand même en trouver quelques-uns. Si tu veux vraiment être au point et suivre absolument tout, il faut chercher pour chaque projet qui rentre dans tes critères à toi. Regardez combien ils ont levé, surtout si la narrative t'intéresse, par exemple ici une Layer 1 AI, et en profiter pour voir s'il y a déjà moyen d'interagir avec le projet, et ça, c'est la prochaine étape qu'on va voir très bientôt. Pour donner un petit peu plus de contexte, je voulais également te dire qu'ici, il faut faire assez attention au niveau des catégories, parce qu'elles peuvent être assez trompeuses. Je pense ici par exemple la Mega Ethereum qui est catégorisée comme Layer 1 alors que c'est une Layer 2. Et pareil, vu le nombre de catégories qui est très important, t'as plusieurs catégories qui sont plus ou moins des overlaps. Je pense ici par exemple à Interoperability, pour lequel on va effectivement retrouver Layer 0 et Wormhole. Très bien. Alors que si tu cherches un certain Hyperlane, il faudra chercher avec le tag communication. Voilà, il est juste ici. Ça, c'est le seul truc que je trouve assez dommage sur ce site, c'est vraiment que les tags sont pas toujours très bien foutus. Perso, dans la catégorie qui m'intéresse particulièrement, il y a évidemment tout ce qui est L1 et L2. Ensuite, c'est tout ce qui est interopérabilité, multi-chain ou encore communication que je trouve assez intéressant. La partie infrastructure aussi, en général, est assez intéressante et on va y trouver des projets plutôt cool. Et sinon, juste ne pas filtrer et faire tes recherches comme ça. Tu peux tomber sur des projets que tu n'aurais jamais filtrés. Je pense par exemple ici à la dernière levée de fonds de Phantom qui a levé 150 millions pour une valorisation à 3 milliards. Disons que j'aurais pas spécialement filtré par wallet quoi. On arrive donc au deuxième point et c'est le fait de se positionner relativement tôt sur ces projets. Alors je dis relativement et ça pour une bonne raison, c'est parce que si t'es là trop tôt comme on a pu le voir sur un ou l'autre exemple, il y a absolument rien. Je veux dire sur One Money, à part le mettre en favori et peut-être revenir un petit peu plus tard, tu ne peux rien faire. Ils ont pas de Discord sur lequel tu peux interagir et leur historique Twitter est constitué seulement d'un seul tweet. Alors bon, on va pas aller très loin. À partir d'un certain stade de développement, la majorité des projets vont proposer une ou l'autre possibilité pour se positionner dessus de façon early. Ça peut se présenter de différentes façons en fonction du type de projet et c'est assez important de savoir les dissocier. Premier type, ça va être les rôles Discord qu'on peut obtenir d'une façon ou d'une autre. Le premier exemple que j'ai envie de prendre ici, c'est Monad. Si tu arrivais assez tôt, c'est-à-dire 2023, tout début 2024, tu pouvais récupérer le rôle NAT seulement en envoyant des messages. Oui, il suffisait d'atteindre le niveau 6 sur le Discord et tu recevais le rôle, on te posait absolument aucune question. Fun fact, c'était d'ailleurs un sujet qui a été abordé dans la toute première newsletter à être publiée. Ouais, c'était là depuis le tout début. Là où ici on est sur un exemple de rôle qui à travers le temps est devenu de plus en plus complexe à obtenir et donc il y avait vraiment un avantage à être là early. A l'inverse, on peut prendre le rôle OG qui est disponible sur le Discord de Ink on Chain, qui lui s'obtient simplement en détenant un NFT Zora, et sachant qu'ils ont fait d'énormes annonces
pour dire à tout le monde venez minter notre NFT, il donnera lieu à un rôle sur le Discord. Ce NFT a été minté à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et a perdu une grosse partie de la valeur qu'il aurait pu récupérer. Ça pour moi c'est un exemple d'un rôle qui est bien moins intéressant à aller chercher. Généralement quand les projets vont lancer leur Discord et surtout quand ils ne sont pas plus connus que ça, ils vont avoir différentes initiatives en place pour permettre de choper des rôles qui seront peut-être récompensés dans le futur. C'est pour ça que c'est généralement le bon plan de rejoindre des Discords avant que certains projets explosent. Je rajouterai également pour les personnes qui jouent les rôles communautaires sur les différents Discords que plus tu es tôt sur un Discord, plus c'est facile de te positionner car il y a largement moins de concurrence. Et sachant que la difficulté pour ces rôles c'est notamment de se faire connaître à l'échelle d'un serveur ou d'une communauté, eh bien c'est largement plus simple le plus tôt tu t'y mets. C'est aussi quelque chose qui est sujet à l'inflation. Si tu veux un exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à Eclipse et à vouloir choper le rôle OG dessus, il y avait des lives réguliers, d'ailleurs il y en a toujours, et à cette époque-là, en décembre, il y avait généralement entre 50 et 80 personnes par live, ce qui faisait qu'avec un petit peu d'effort, c'était quand même relativement facile d'arriver à se faire remarquer. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 à 250 personnes par live, et donc le moindre message que tu vas envoyer va se faire noyer sous la foule. Ça en devient donc bien plus compliqué. Le deuxième point, ce sont les NFT qui sont reliés aux différents projets. Et là, pour le coup, on a une quantité folle d'exemples qu'on peut prendre. On peut notamment citer le NFT de Kaito qui a été minté en décembre 2024 et qui était quand même relativement facile à choper. Il suffisait d'avoir un compte et d'avoir au minimum 10 personnes qui étaient considérées comme smart account qui te suivaient. D'ailleurs, j'ai un petit doute si c'était 1 ou 10. Et pour le coup, tu pouvais minter le NFT à 0,1 Ether et actuellement, il cote à 7,5 Ether. Un autre exemple ici, c'est les NFT qui sont liés à des écosystèmes comme par exemple ASC pour Eclipse. Qui bien que j'étais pas spécialement bullish dessus vu le prix de mint qui à mon sens était injustifié et le reste toujours aujourd'hui, a eu une performance absolument folle et cote à 0,6 Ethereum, ce qui fait un x15 depuis le mint. Dans le même genre, mais pas relié directement à Eclipse, il y a également eu les Validators qui ont eu un très beau multiple. Et pareil, c'est des NFT que tu pouvais choper en étant early sur l'écosystème et en t'y intéressant le plus tôt possible. Un autre exemple, et celui-là c'est pas encore trop tard pour agir dessus, c'est Mega Ethereum pour lequel on peut observer un petit onglet ici qui appelle à NFT. Quand on clique dessus, il y a un petit pop-up avec écrit Coming Soon. Et je suppose que c'est relié à une interaction sur leur Discord, là on pourrait peut-être le choper. Si ça t'intéresse, j'ai abordé ça dans la newsletter de la semaine, je te mets ça en description. Certains projets vont donc avoir tendance à distribuer des NFT qui sont plus ou moins commémoratifs mais qui peuvent quand même donner lieu à récompense dans le futur, et ça aux membres de leur communauté les plus curieux qui vont débarquer assez tôt et qui vont faire leurs recherches. Le play ici étant de pouvoir choper ces NFT relativement tôt, notamment avec la méthode d'obtention initiale, c'est encore mieux, pour les revendre bien plus cher quand il y a une énorme spéculation sur un airdrop qui devrait bientôt tomber pour le projet en question. Alors tous les projets n'ont pas de NFT associés, ni même de rôle Discord. Par contre, la majorité des projets vont également avoir quelque chose qu'on appelle un testnet. Attention, pour les testnets, ce sont généralement les testnets de Layer 1 qui sont incentivés, tout simplement car les Layer 2 n'ont pas besoin de lancer un mainnet avec directement un token de gaz, sachant qu'ils vont utiliser de l'Ethereum pour cette fonction-là. Alors les projets de Layer 2 ont effectivement très souvent des testnets, mais ils ne sont que très rarement incentivés. Concernant les Layer 1, par contre, on retrouve très souvent ça. Et généralement sur ces testnets, il y a différentes initiatives pour pouvoir se positionner. Soit avec des campagnes, comme par exemple sur Movement, là où j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est clairement pas les seuls, la majorité des projets dans cette catégorie fonctionnent de cette façon-là. L'autre option, c'est d'avoir des testnets un petit peu plus libres, comme on a pu le voir par exemple avec Berachain, là où on ne peut pas parler de campagne officielle qui a été lancée sur la blockchain, mais par contre implicitement, tout le monde s'est positionné sur le BGT, une des ressources les plus complexes à obtenir. Là où on n'a pas encore de certitude pour savoir si c'était exactement le move à faire, il y a quand même de bonnes chances que ce soit le cas. Autre possibilité qui se développe de plus en plus et qui pourrait vraiment avoir son importance dans les prochains mois, c'est Kaito, mais ça reste quand même assez compliqué de se positionner de cette façon-là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une application qui permet de jauger l'intérêt sur différents projets. Et la partie qui est la plus regardée, c'est surtout la partie qui est pré-TGE et qui correspond donc au main chair, qu'on pourrait traduire littéralement en partage d'esprit, mais plutôt en attention tout simplement. Et là, si on dézoome, on peut voir qu'il y a énormément d'attention sur Kaito en ce moment et que ça a bien explosé. C'est également le cas sur Abstract, là où on a un plus haut aujourd'hui au niveau de l'attention, notamment avec le fait que le lancement devrait être soit aujourd'hui, soit demain pour le mainnet. Pumpfun, je t'avoue que je sais pas trop ce qu'il fout ici. Ensuite, on a du Vera avec la hype assez récente sur le fait que Boyko devrait lancer cette semaine, et également du Monad qui est très fort niveau engagement. Je noterai également qu'on commence à voir une petite hype se dessiner sur Meteora et c'est pas pour me déplaire. C'est un outil qui analyse automatiquement les tweets et qui va faire des leaderboards comme ça, et individuellement sur chaque projet, il peut également y avoir des classements.
différents. Par exemple, sur Berachain, ici, on a la liste des yappers, donc les personnes qui font du contenu, qui sont les mieux référencés. Et vu que c'est la tendance en ce moment, pour certains projets, on pourrait peut-être voir des récompenses pour les yappers, les personnes ayant généré le plus d'attention au niveau de certaines communautés. N'importe qui peut participer, mais je préviens, c'est particulièrement compliqué de gagner des points. Pour te dire, je n'ai pas gagné le moindre point de mon côté depuis que j'ai commencé à l'utiliser. La version courte et officielle, c'est de créer du contenu original et engageant sur les différents écosystèmes qui sont mis en avant par Kaito, et donc ceux qu'on va retrouver dans la pré-TGE Arena, ainsi que ceux qu'on va retrouver dans le Yapper Leaderboard. Pareil, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus émerger et qui commence à être pris en compte par les différents projets, je pense par exemple à Monad. Et maintenant on arrive au troisième point, et là y a pas trop de suspense, c'est tout simplement agir. On vient de voir la théorie, donc comment tu peux trouver de nouveaux projets. Ensuite on a parlé de 4 leviers qui permettent de se positionner le plus tôt possible sur ces écosystèmes, et finalement on va voir plusieurs projets qui ont marqué mon attention pendant les recherches que j'ai fait pour cette vidéo. Le premier, tu devrais pas être trop surpris, on l'a vu en faisant rapidement ces recherches, il s'agit de Zero G Labs. On est sur la première blockchain modulaire basée sur l'intelligence artificielle. Ouais, ça surfe sur les tendances du moment sans vergogne, avec un projet qui a quand même levé la bagatelle de 110 millions de dollars, dont une dernière levée de fonds avec des nodes. Je n'apprécie pas trop ce concept, mais soit c'est le cas ici. On est donc sur une layer 1 et on est même sur une layer 1 qui est EVM. Comme d'habitude, j'ai le petit réflexe, je vais tout en bas de la page pour avoir directement un petit menu sur lequel je vais voir tout ce qu'on peut faire sur la blockchain. Ici, on peut voir un onglet testnet ainsi qu'un onglet faucet, donc on va checker ça. Également un blog, ce qui est très intéressant pour suivre les différentes initiatives. Et aussi, on peut voir qu'ils ont un Discord. Assez facilement, en débarquant sur le Discord, on peut voir qu'il y a plein de rôles différents à aller choper. Je vais donc faire une recherche pour taper rôle et je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui link vers un pavé qui permet d'avoir la liste de tous les rôles possibles. Alors déjà, il y a un premier rôle pour ajouter un tag à son Twitter, ok, bon, rien de fou. Ensuite, ce que je peux faire, c'est regarder pour chaque rôle individuellement qu'est-ce qu'on peut essayer de choper. Donc le rôle OG, c'est pour avoir son tag sur Twitter. Le rôle Space Cadet, c'est un rôle distribué par défaut. Et donc là, si on s'intéresse et si on veut creuser, il faut regarder chaque rôle individuellement en faisant des recherches sur le Discord. Par exemple, ici, j'ai cherché pour le rôle créateur. Et là, on a la description, sans grande surprise, c'est un rôle qui s'obtient pour la création de contenu. Et on a même le message source qui donne lieu à cette réponse qui a été générée par une IA. Donc il y a clairement tout un écosystème là-dessus, et si ça t'intéresse, bien sache que ça existe. Ensuite, deuxième étape, on va regarder ce qui se dit sur leur blog pour avoir une idée du niveau d'avancement du projet. Alors déjà, on a une carte de l'écosystème, ce qui est plutôt cool, et a priori, il y a quand même des gros projets qui vont lancer dessus. Alors pas des projets tier 1, mais plutôt des projets tier 2, tier 3. On trouve également des informations pour un testnet, et il s'agit du testnet version 2, avec de quoi se connecter directement sur un MetaMask, et également un faucet, donc on va tester tout ça. Et d'ailleurs, la blockchain est directement disponible sur Chainlist, je vais donc l'ajouter. Alors il a pas l'air d'apprécier, donc je vais le faire à la main. L'adresse du RPC, voilà, elle est là. Voilà, j'ai tout rentré à la main, j'accepte. On va voir sur le faucet. Je viens de réclamer, effectivement, si je vais checker sur Explorer, normalement j'ai reçu mes tokens. Voilà, parfait. Et c'est assez bizarre parce qu'il me laisse pas m'envoyer des tokens, il me dit que j'ai pas assez de quoi payer les frais de transaction. Mais en même temps, quand tu regardes la quantité que j'ai, j'en ai suffisamment. Hop, ma transaction vient de se valider. Mais maintenant, ça affiche plus mes tokens, alors je sais pas, c'est peut-être un arrondi. Alors je vais réessayer de déployer le contrat et cette fois-ci, il me bloque pas directement. Et il m'a mis une erreur, mais a priori, ça a quand même passé. Je sais pas, c'est très bizarre. En tout cas, j'ai bien réussi à envoyer une transaction pour interagir avec le contrat que je venais de déployer. Mais je sais pas, malgré qu'on soit sur EVM, l'expérience est un peu bizarre. Après bon, on est sur un testnet, tu connais, l'expérience en général est loin d'être très sympathique. Et je suis quand même assez déçu parce que vraisemblablement, il n'y a pas 50 trucs à faire sur la blockchain, j'ai rien trouvé de disponible. Juste un testnet qui existe et ce fameux pop-up qui dit airdrop coming soon. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas entendu parler plus que ça malgré les fonds qui ont été levés. Je sais pas s'ils ont prévu de faire une campagne ou autre chose, je viens d'envoyer un... Donc voilà un petit peu tristoun, en tout cas si t'as envie de creuser plus loin, je te mets toutes les ressources nécessaires en description pour ce projet. En deuxième dans ma liste, on va avoir un certain Sofon qui a levé 70 millions, dont l'écrasante majorité ici encore une fois à partir d'une vente publique de nœuds. Ouais, comme quoi c'est un thème récurrent. On est dans la catégorie des layers 2 et ici si on se positionne c'est pas juste pour Sofon mais c'est également pour faire partie de tout ce qui est ZK-Sync et Elastic Chain. Parce que oui, Sofon utilise cette technologie là. Alors la blockchain est déjà live depuis un petit moment et il y a eu une campagne pour déposer de la liquidité dessus. C'est pour ça que tu peux voir un petit 200 millions en bridge TVL.
Cependant, en liquidité qu'on peut qualifier d'active parce qu'elle est déposée sur des projets de DeFi, il y a seulement 6,2 millions qu'on va retrouver sur un certain SyncSwap. Pour débarquer dessus, il n'y a pas 50 options, soit c'est départ directement d'Ethereum avec le bridge officiel, soit tu peux passer par un certain LayerSwap qui, pour une raison assez étrange, dessert cette blockchain. Et il me semble d'ailleurs que c'est la seule alternative, en tout cas j'en ai pas trouvé d'autres. Hop, je connecte un wallet et puis départ de la blockchain de mon choix, ici un certain Base. On notera que les frais pour bridge sont absolument négligeables et qu'on reçoit quasiment tout en instantané, je vais donc bridge. Et sinon on va aller regarder du côté de SyncSwap, je vais donc switch pour me connecter directement à Sophon. On est sur un réseau qui est giga particulier parce qu'il a techniquement un token qui est déjà live et un token qui est normalement le token de gaz, mais un token dans lequel on ne peut pas swapper, à l'exemple qu'on peut retrouver juste ici. Cependant, quand on fait un swap, je sais pas, disons ici Ethereum vers USDT, et ben on va utiliser un Paymaster qui va permettre de faire passer cette transaction là. Pour te montrer à quoi ça ressemble, je vais cliquer sur Unlock Ethereum. Et voilà, c'est ce genre de truc qui fait giga peur et qui passe par un Paymaster. Je viens d'approuver mon token, je vais donc pouvoir swap. Pareil ici, c'est une transaction qui passe avec du Paymaster. Et si on regarde sur l'Explorer, on voit bien qu'on interagit avec du certain Sophon, donc le token de gaz, et que c'est un truc qui est géré avec le Paymaster. Alors que le token, quand on regarde sur CoinGecko, n'est même pas live, ce qui est particulièrement bizarre. Si je devais comparer cette blockchain à quelque chose, je pense que la comparaison la plus simple et la plus fair, ce serait de parler d'un certain Fuel, qui fonctionnait aussi de façon assez étrange avec quand même une campagne de liquidité en cours. Et là à l'instant je viens de swap back en Ethereum parce que la blockchain a une décote par rapport au prix réel. Ici un Ether c'est 3090 $, alors que sur le marché on est plutôt à 3126. C'est pas grand chose mais ça fait quand même 1%. Il y a d'ailleurs moyen de déposer de la liquidité sur le projet et le paysage qu'on peut y voir est quand même plutôt triste. D'ailleurs j'ajouterais que je suis plutôt déçu qu'il n'y ait pas d'incentives, notamment de ZK Sync Ignite pour débarquer sur cette blockchain. Bon tu me diras il n'y a rien à faire dessus mais il faut quand même commencer quelque part. Ensuite il y a effectivement un site officiel avec différentes initiatives sur lesquelles on peut passer. Alors la première c'est le bridge, la deuxième c'est SyncSwap, la troisième c'est leur campagne de farming. Alors je vais m'enregistrer et voilà à quoi ça ressemble. Globalement tu peux déposer de la liquidité pour générer des tokens qui sont lockés jusqu'au jour de l'unlock. On ne connaît vraisemblablement pas. Et sinon c'est tout ce qu'on peut faire sur ce site, juste déposer de la liquidité. Il y a un petit jeu avec un canon là où on peut tirer et voilà il y a notre personnage qui s'envole et l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Pour seule interaction, on peut juste appuyer sur le bouton, voilà, sur le clic gauche, et ça fait descendre mon personnage si je clique sur Slam. Et ouais, c'est tout. Alors là, ça va un peu plus loin, ça va un peu plus vite. Génial. Mais ouais, je sais pas s'il y a vraiment de commentaires à faire en fait. C'est juste une expérience assez basique. Voilà, il y a rien d'autre à dire. D'autant plus qu'on ne peut pas connecter son wallet et donc que le score n'est enregistré nulle part. Il y a toute une partie qui est réservée aux personnes qui avaient des nœuds mais on n'est pas concerné ici. Il y a un jeu qui se joue uniquement sur Android et iOS, donc malheureusement pas possible ici sur l'ordi, mais qui vraisemblablement propose quand même une marketplace NFT. Et j'ai pas pu m'empêcher d'essayer parce que j'étais quasiment sûr que ça tournait pas sur Sophon, et ça tourne pas sur Sophon, ça tourne sur Ethereum. Donc ouais, l'écosystème est plutôt triste, il y a vraiment pas grand chose. Allez, on va essayer de déployer un safe. Ça pour le coup ça a l'air de fonctionner, donc on va le faire parce que pourquoi pas. Mais pour te dire, si tu trouvais que l'écosystème de Fuel était tristoun, bah celui-là elle l'est encore plus. Là où l'écosystème est nul, mais alors il y a absolument aucun débat là-dessus. La levée de fonds plus le lien avec Elastic Chain, bah ça m'a quand même poussé à débarquer dessus et à faire quelques transactions. Et pour info, oui, j'étais déjà allé dessus avec un autre wallet il y a plusieurs mois et ça n'a pas du tout bougé, c'est exactement la même chose. Troisième point, Soon, une blockchain qui construit une layer 2 en utilisant la SVM, c'est-à-dire la Solana Virtual Machine. Ça me fait énormément penser à un certain Eclipse, projet ayant levé 22 millions, encore une fois de la part d'investisseurs individuels. Et layer 2 valorisé à 375 millions en janvier 2025, soit ce mois-ci quoi, tout simplement. On est donc sur un layer 2 qui est déjà disponible et vers laquelle on peut déjà bridger. Et sachant qu'on est sur SVM, il faudra donc utiliser un wallet compatible. Ici, en recommandation, on a du OKX, du Backpack ou du Nightly. On retrouve donc une structure similaire à ce qu'on a sur Eclipse. On est ici sur un projet avec une campagne type à point. Et chose assez sympathique, le modèle à point a l'air d'être quand même relativement jouable.
avec notamment des points qui peuvent être distribués pour les personnes qui bridgent en utilisant Hyperlane, parce que oui, Usenexus connecte Solana à Soon. Assez sympathique donc, j'ai envie de dire. Ma seule problématique, c'est que dans les 12% qui sont alloués, ça inclut également les gens qui ont participé à la pré-sale et donc au NFT. Pas spécialement un play que je jouerais, mais par contre je débarquerai bien un petit coup avec Hyperlane, histoire de faire quelques transactions en plus. Ensuite on a du Espresso qui ici ne fait pas référence au café, mais bien à un projet d'infrastructure. Celui-ci ayant levé la bagatelle de 60 millions de dollars. On est quand même sur un projet un petit peu particulier qui s'adresse plutôt à des blockchains et qui permet de faire le pont entre elles. Vraisemblablement le mainnet est live, mais on n'arrive pas à savoir exactement quels rollups sont déjà en train de l'utiliser. La liste n'est tout simplement pas visible ici. Et en regardant de plus près, normalement c'est quelque chose qui devrait être disponible sur la Rarichain, ApeChain, Inez et Plume. Les deux premières, je sais qu'elles font partie de ce qui est Arbitrum Orbit. Inez, je ne connais pas du tout, et Plume, ça a lancé récemment. En tout cas, c'est des projets qui font partie de l'écosystème d'Arbitrum et qui vraisemblablement vont être utilisés avec Arbitrum Orbit. L'intérêt étant de pouvoir bridger entre ces différentes blockchains de façon quasi instantanée. Bien que le mainnet soit vraisemblablement lancé, j'ai pas trouvé de moyen d'interagir encore avec. Et donc pour le moment, je vais continuer de suivre ce qui se passe sur leur Twitter jusqu'à ce qu'on ait des choses un petit peu plus croustillantes à se mettre sous la dent. Ensuite, un autre projet très prometteur, et celui-là on peut déjà l'utiliser et tu l'as déjà certainement utilisé, il s'agit de Conduit ou Conduit, je sais jamais trop comment le prononcer. Projet ayant levé 44 millions de dollars et qui se réserve le droit d'être ce qu'on peut appeler un roll-up as a service. Et des roll-ups de Conduit, crois-moi, t'en as déjà utilisé, tout simplement Zora ou encore Mode Network. Et mon petit problème avec Conduit, c'est que je n'arrive pas à savoir exactement quelles sont toutes les blockchains qui sont lancées avec Conduit, parce qu'il y a tout simplement pas de page nickel là où il y a tout qui est écrit. Alors on a évidemment des idées, on a View Customer sur laquelle on a une petite liste des blockchains qui tournent avec, mais c'est clairement pas la liste complète. On a notamment la blockchain d'Aevo, de Bob, de Derive, on a également du Gravity, du Mint, du Mode, du Orderly, Polynomial ici, Zora, Pontem Network ou encore Synthetix, et bien plus, mais malheureusement on ne saura pas. Le play étant du coup d'être actif sur ces différentes blockchains, ainsi que si tu veux aller plus loin, t'amuser à déployer ton propre rollup, avec la possibilité d'en déployer un en testnet pour 50 $ par mois et un en mainnet pour 3000 $ par mois. Bon d'accord, cette partie-là elle s'adresse clairement pas à tout le monde et je prendrai pas le pari de me payer un rollup à 3000 balles par mois pour essayer de taper quelques tokens chez Conduit. Mais écoute, si par un énorme hasard t'as besoin de lancer une blockchain, il y a peut-être un créneau à aller chasser par là. En tout cas, à ma connaissance, aujourd'hui on n'a pas vraiment de projets qui sont similaires à Conduit, et donc c'est vachement difficile de savoir comment cette chose-là pourrait se valoriser, d'autant plus qu'il n'y a absolument aucune indication sur les dernières levées de fonds. Voilà, on arrive au bout de la vidéo, faut dire qu'elle était sacrément longue celle-là. J'espère que ça t'aura donné quelques pistes pour avoir une meilleure compréhension de comment fonctionne l'écosystème au global, également de voir comment est-ce que tu peux repérer assez tôt plein de petits projets qui ont quand même un potentiel de croissance assez intéressant, parce que oui, généralement un projet qui lève des fonds, son objectif c'est de croître et d'être rentable day one au lancement du token, donc de sortir à une valorisation bien plus élevée que celle à laquelle les VC ont pu rentrer dedans. Concernant les 5 projets que j'ai pu présenter à la fin, je suis pas allé à 100% creuser à fond tout ce qu'il y avait à faire dessus. Je pense que tu t'en doutes bien, on aurait pu aller bien plus profondément. Cependant, on est quand même sur une vidéo qui frôle la demi-heure, donc je me suis arrêté là. Pour toi qui veux creuser un petit peu plus loin, t'auras absolument toutes les ressources directement en description, et c'est d'ailleurs une certitude, il y a encore plein de petites pépites à aller déterrer à droite à gauche. En espérant que cette vidéo t'aura plu, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!